C'est toujours difficile d'échouer. Sauf si on est en combat contre la reine de Doublonville et qu'on doit se fight contre le écremeux. Là, c'est juste habituel. L'échec, c'est tomber. Rater le coche, c'est une défaite souvent lourde à encaisser. Au début, c'est dévastateur. Mais le temps peut transformer l'échec. Dans ce cas-là, l'échec devient une porte d'apprentissage, une leçon qui nous aide à nous remettre en question, à nous faire évoluer et à avancer pour devenir une personne meilleure, avoir une meilleure vie, être plus fort. Dans un sens, l'échec, c'est notre faculté à grandir. Sauf que comment on fait quand on perd cette faculté à échouer? Saitama est un raté. Lui, pour le coup, il a connu l'échec. Pas particulièrement beau, encore moins intelligent ni musclé, sans emploi et surtout sans faculté. En résumé, il est incapable. Sa seule capacité, c'est son esprit shonen. Je m'explique. Après avoir rencontré un crabe humanoïde avec des tétons dessinés au feutre, il prend la défense d'un enfant particulièrement moche. Notamment à cause de... Vous voyez quoi. Il parvient à terrasser le crabe bizarre mais pas sans dégâts. C'est alors qu'il se souvient de son enfance et de sa passion pour les super-héros. Alors, dans un monde où des crabes attaquent des humains et où d'autres monstres détruisent des villes entières, pourquoi ne jouerait-il pas au héros? Contrairement à Daniel Balavoine. Lui, pour le coup, c'est vraiment un héros. Ses faux pas lui collent pas à la peau. Mais pour être un héros, il faut de l'entraînement. À coup de 100 pompes, sans abdos, sans squat et 10 km de course à pied par jour pendant plusieurs années, il devient imbattable. Apparemment, pour un sportif, c'est pas un entraînement si fou. Je suis pas sportif. Donc à ce moment-là, il s'est rendu compte de deux choses. Il était devenu aussi chauve que Barthez en 98. Ah ben... Arrêtez. Et ensuite, qu'il était devenu surpuissant. Et ce dernier point, il va vite se rendre compte que c'est pas si bien, que c'est pas vraiment une bonne chose. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur l'histoire du super-héros qu'en avait marre d'être super. Un héros qui, après des entraînements, s'est blasé de sa vie parce qu'il était devenu trop fort et qu'il était, malgré lui, devenu incapable de perdre. Allez Saitama, dessine-moi une défaite. One Punch! Je vous avoue que j'aime beaucoup ce manga, j'ai très envie que vous vous y mettiez aussi, alors je vais tout faire pour vous donner envie. Avant de vous parler du surhumain qui défonce des aliens en un coup, je vous propose de revenir rapidement sur son créateur, aussi connu comme le mangaka qui dessine le plus mal. J'ai nommé One. One est un auteur japonais de manga. C'est complètement un pseudonyme, on connaît pas son vrai nom. Bon, c'est pas grand chose de lui d'ailleurs. Anonyme, c'est assez relatif. Ça reste quand même un auteur célèbre. One a commencé sa carrière de mangaka de manière assez peu conventionnelle en publiant ses œuvres directement sur internet. En 2009, One commence à publier le webcomic One Punch Man sur son propre site. Malgré la simplicité du dessin, le webcomic gagne rapidement en popularité grâce à son humour unique et sa déconstruction du genre du super-héros. Le personnage principal, Saitama, est un super-héros si puissant qu'il peut vaincre n'importe quel adversaire d'un seul coup de poing, ce qui le plonge dans un état perpétuel d'ennui et d'insatisfaction. Quand je dis dessin simpliste, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que là vous avez la première case... Calme-toi. Là vous avez la première case du manga, ok? Et là c'est la case d'origine. Hop, je vous mets les deux. Alors oui, le travail de One sur son site gagne petit à petit en popularité. L'histoire de Saitama, le type qui joue au super-héros, commence à vraiment prendre forme, sauf qu'être publié avec des dessins pareils, c'est juste pas possible. Donc on a un mangaka avec une super histoire et qui a vraiment beaucoup d'imagination, mais qui est incapable de dessiner, il faut juste trouver un dessinateur. Et pour le coup, quitte à lui trouver un dessinateur, autant aller chercher le meilleur. C'est complètement subjectif, mais il mérite tellement son titre. Yusuke Murata est un dessinateur de manga exceptionnel. Reconnu pour son talent extraordinaire en illustration et ses scènes d'action aux détails sublimes, Murata a su se faire un petit nom dans l'industrie du manga grâce à son travail sur certaines séries vraiment très bonnes. On va faire un petit focus sur lui. Yusuke Murata montre un intérêt pour le dessin dès son plus jeune âge. À 12 ans, il remporte le 2e prix dans le concours de création de personnages organisé par le magazine Weekly Shonen Jump. Moi gamin, je débordais quand je faisais du coloriage. Après ses études, Murata commence à travailler comme assistant pour divers mangaka, ce qui lui permet de perfectionner son style et ses compétences en dessin. Sa carrière explose en 2002 lorsqu'il commence à travailler sur iShield 21, une série de mangas sur le football américain en collaboration avec le scénariste Richiro Inagaki. Un manga que je ne peux que vous conseiller, vu qu'il est
extraordinaire. J'utilise beaucoup de fois ce mot. Je vais changer. Vu qu'il est juste incroyable. Eyeshield 21 devient un énorme succès avec plus de 20 millions de copies vendues au Japon. La série est également adaptée en animé, consolidant la notoriété de Murata. En 2012, Murata découvre le webcomic One Punch Man, dessiné par One. Assez fan du délire, de l'originalité de l'histoire et des personnages, il propose à One de redessiner la série pour tenter la publication professionnelle. Cette collaboration donne naissance à une version remaniée de One Punch Man, publiée sur le site de la Shueisha. Pour cette fois, publier enfin ce manga. Bon, l'histoire est prête, les dessins aussi, y a plus qu'à se lancer. Donc, on prend un truc qui marche bien, on le reboot avec des dessins extraordinaires, et ça nous donne une masterclass. De toute façon, Murata sait pas faire autre chose. Donc on peut enfin commencer, mesdames et messieurs, One Punch Man. Notre monde a plein de défauts. Ce serait un peu long de tous les lister. Et si les défauts de ce monde étaient capables de prendre vie ou de corrompre les êtres humains, au point de créer des créatures ignobles ayant perdu toute humanité. La pollution, les problèmes sociaux et mentaux détruisent l'environnement et la santé du peuple. Un jour, des créatures ont émergé, personnifiant ces concepts et attaquant physiquement les villes. Un bon gros bordel. En réponse à cela, le gouvernement fonde l'Association des héros, une organisation visant à recenser et à rassembler sous une même bannière les humains dotés de capacités extraordinaires. Classés selon leur puissance et leur utilité à la société, les rangs AAC parviennent à maintenir le calme et la tranquillité. Lorsque des menaces bien plus grandes arrivent, c'est une classe spéciale que l'on appelle. La classe S est au-dessus du lot, composée d'êtres surhumains. Et évidemment, notre héros... Il commence en classe C. Bah ouais, en fait, il a réussi les tests physiques, mais pas les tests d'intelligence. Du coup, il est tout en bas de l'échelle. Je vous avais dit que c'était pas une lumière. Voilà le monde dans lequel évolue notre personnage. Après avoir fini son entraînement, il commence à jouer les super-héros, puis rencontre Genos, un cyborg qui se rend vite compte du potentiel du chauve capé. C'est le nom qu'ils lui ont donné. En même temps, le gars est chauve et il porte une cape. Genos demande alors à devenir son disciple. Et petit à petit, il commence à devenir le sauveur de monde, sans vraiment qu'on le prenne en considération. Saitama n'est vraiment pas comme tous les autres héros. En fait, la première chose qui marque quand on le découvre, c'est sa simplicité. Là où les plus grandes puissances ont un ego surdimensionné, incapable de travailler en équipe, de s'entendre et de toujours se chamailler sur qui est le plus fort. Un bon concours de testostérone, alors que celle qui est vraiment la plus forte parmi la classe S, ça reste Tatsumaki, c'est une femme. Et elle mérite largement sa place. Notre chauve ne cherche pas à se vanter. Conscient de ses capacités et surtout conscient que personne n'arrive à l'égaler, il ne cherche pas à prendre le dessus. Il ne veut pas être à la tête du groupe, il ne veut pas le pouvoir, il a des facultés hors normes, mais vit paisiblement, une vie normale, en détruisant un monstre ou deux, en revenant des courses. Maintenant, imaginez une petite chose. Vous êtes l'être humain le plus puissant de la planète. Il n'y a aucun égal à votre force, vous êtes plus rapide que les balles, littéralement, vous êtes Superman sans égal et sans kryptonite. Qu'est-ce qui vous empêche de vriller? Qu'est-ce qui vous empêche de vous rendre dans les lieux les plus importants du monde et d'en prendre le contrôle? Un coup d'état ultime, devenir le maître du monde, réussir le plan de tous les super méchants clichés depuis toujours? Rien. Vous en seriez capable et personne n'y pourrait rien. Alors, qu'est-ce qui empêche Saitama de le faire? Déjà, il est à peu près sain d'esprit. Même si autant de force pourrait faire perdre la tête à n'importe qui, lui, il tient le coup. Et surtout, il n'est pas seul. Au sommet du monde, les gens les plus fous sont souvent les plus seuls. Pas mal, c'est de moi. Genos est le catalyseur du chauve. J'aime beaucoup cette tournure de phrase. Il est celui qui le ramène à la réalité. Celui qui lui rappelle pourquoi il se bat et pourquoi il défend le reste du monde. La protection des plus faibles, de leur quotidien, et du sien au passage, c'est ça, sa motivation. Il veut pouvoir vivre tranquille et profiter de ce que peut lui offrir la vie, même si ce n'est plus le frisson du combat, la peur de l'échec, ou tout simplement, le sentiment de douleur. Saitama est un homme lambda, un type qui regarde BFM TV en boucle en jouant aux jeux vidéo et en lisant des mangas. De temps en temps, il sort jouer aux super-héros, il en profite pour utiliser ses bons de réduction dans l'épicerie du coin et exterminer un être géant qui écrase tout sur son passage. L'enjeu de ce manga n'est pas de sauver le monde. Pour notre héros, c'est avant tout une quête de sens. Une simple question, et maintenant? Lorsqu'on a atteint son but ultime, lorsque on a fini le jeu, on se sait imbattable, qu'est-ce qu'on fait? Quel est l'intérêt de se battre si on sait que l'on va forcément gagner? La grosse difficulté de la vie de Saitama, en plus de payer son loyer, c'est de réussir à tromper l'ennui. L'image du super-héros dans la culture populaire a beaucoup évolué dans le temps.
Même si certains personnages ont été montrés grands et forts comme des outils de propagande, le point commun entre chaque héros est qu'ils cachent une part fragile, une faiblesse qui les rend humains, qui lui remet les pieds sur terre. Tous, à un moment donné, ont douté de leurs facultés, de leur importance. Jusqu'à One Punch Man. Ici, Saitama est un être qui déconstruit le mythe du super-héros. Il n'est pas fragile, encore moins affaibli par des situations diverses, il est impassible. En réalité, c'est une véritable parodie du genre. Droit comme un piquet, il ne cherche pas à éviter, il encaisse les coups. Qu'importe qu'il soit face à un gorille ou au roi des démons. Sans effort particulier, il frappe, gagne et rentre à l'heure pour le dîner. Il peut détruire des montagnes en un coup, créer un cratère sur la Lune ou sur Jupiter en un éternuement, et même tenir tête à l'océan lui-même sans même transpirer. D'ailleurs, il faut aussi saluer son costume, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Autant Superman a un costume très particulier, mais Superman, son costume, il vient de Krypton. Lui, il l'a probablement fait à partir de 2-3 trucs qui traînaient chez lui. Et il sort souvent avec aucune égratignure, ni même des trous, quoi. Franchement, solide. Contrairement à certains héros de shonen, Notamment Goku dans Dragon Ball Z. Saitama n'a pas la faculté de perdre, pour se relever plus fort et reprendre le dessus sur son adversaire. C'est littéralement le principe du Saiyan dans Dragon Ball. Leur corps prend des coups au moment de la défaite pour devenir plus fort et revenir plus puissant. Mais du coup, on pourrait penser que Saitama est limité, que sa puissance a atteint le sommet et qu'il ne pourra pas évoluer. Les enseignements qui se font sans douleur n'ont pas de réelle valeur. Ainsi, on ne peut rien obtenir sans faire de sacrifice. Ça, pour le coup, c'est pas de moi, c'est dans Full Metal Alchemist. Eh bien, pas du tout. En tout cas, pas dans ce cas-là. En réalité, le chauve capé trouve son évolution dans les longs combats. Plus celui-ci va s'éterniser, plus il va tenir sur la longueur et son adversaire continuer de lui asséner des coups surpuissants. Plus celui-ci va monter en puissance. En fait, c'est comme si vous tapiez dans un punching ball ou un sac de frappe et qu'à chaque coup, il devenait plus résistant. Et qu'à un moment donné, il se met à vous défoncer en retour. Pour faire court, Saitama, c'est un culbutoke. C'est ma deuxième référence à Pokémon dans la vidéo. Je devrais peut-être me diversifier un peu. Bref, vous avez compris, Saitama, le chauve capé, est un homme parmi les héros. Il est la définition même de l'expression « ne pas juger un livre à sa couverture », car même s'il est fin, pas particulièrement musclé vu de l'extérieur, il renferme une puissance pharaonique. Et pour le coup, même dans son monde, il est sous-estimé. Débutant sa carrière de héros en classe C, il grappille des places petit à petit. Officiellement parce qu'il aide les héros de classe S face à des grosses menaces. En réalité, parce qu'il gère les menaces avant que les classes S ne puissent bouger le petit doigt. Et souvent, c'est juste avec une série de coups de poing banals. Il est donc très peu respecté parce qu'il est considéré comme faible. Ce qui m'amène à vous parler de son antithèse. Bon là, je vais complètement spoiler, je suis désolé, mais c'est pas vraiment du gros spoiler. Ouais, c'est pas un truc important, c'est juste un peu marrant. Cet homme grand, fort, à l'allure badass, avec sa cicatrice sur le visage, c'est la plus grande fraude de l'histoire de l'humanité. Et quand je dis fraude, c'est assez aberrant. King est le plus puissant des êtres humains sur la planète. Considéré comme l'homme avec la plus grande force brute de l'espèce humaine, il semble pouvoir se confronter à une armée de milliers d'hommes, seul. Mais pas du tout. Ce mec est juste au bon endroit au bon moment. Les autres héros font le taf, et lui se retrouve à récolter les lauriers. Détestable, il s'accapare les victoires des autres, on dirait Satan. C'est encore une fois une ref à Dragon Ball. J'aurais besoin d'en parler dans une vidéo complète. Cependant, le problème de King, c'est qu'il fait pas exprès d'obtenir la gloire. Il n'a rien demandé. Il est faible, c'est un trouillard qui a toujours eu la chance d'être sauvé, et malgré lui, élevé au rang de super-héros, au point d'atteindre le 5e rang de la classe S, au point que tous les héros le considèrent comme supérieur. King et Saitama sont les deux faces d'une même pièce. Le fort qu'on ne reconnaît pas, le faible placé sur un piédestal. Et ce parallèle, on le retrouve ailleurs. Il se trouve que les deux personnages deviennent de très bons amis et se découvrent une passion commune, le jeu vidéo. Et dans ce domaine-là, Saitama se fait défoncer. À King le terrasse, quoi. King est bien meilleur. Deux opposés qui se rejoignent sur leur manière d'être. Une très belle bromance. Voilà. Le monde autour de Saitama est très intéressant. De nombreux héros sont mis en avant et chacun développe des styles de combat variés et des histoires qui nous poussent à nous attacher à eux. Les problématiques politiques dues aux héros et à la déconstruction des villes, destruction pas déconstruction, t'imagines si les monstres ils arrivaient ils prenaient brique par brique. Les problématiques politiques dues aux héros et à la destruction des villes sont une partie intégrante des enjeux du récit, en plus de plein d'autres thématiques parlantes dans notre contexte actuel. Maintenant, avant de passer à la suite, vu qu'on a parlé du dessinateur, on va faire un focus sur le travail de Murata.
quitte à avoir des belles choses, autant en parler un maximum. Alors pour commencer, regardez cette image. Sans aucune blague, je trouve ce truc terrifiant. La première chose qui marque quand on lit One Punch Man, c'est le niveau de détail de certaines pages. Évidemment, c'est pas tout le temps. Sinon, on aurait un chapitre par an. Vous l'avez vu avec cet œil géant qui émerge des eaux, ou avec les différentes planches lorsque les monstres font leur apparition, le choc doit être important pour le lecteur, pour souligner le danger qui fait son apparition. Ainsi, même si certains héros ont aussi le droit à des complexités sur leur apparence, Genos notamment, ce sont les monstres qui sont le plus détaillés. On appuie sur les traits inhumains pour en faire ressortir la puissance qu'ils dégagent, mais aussi ajouter du mystère sur leurs capacités. On peut avoir des flammes, des yeux partout, et bien sûr tout ce qui est force est représenté avec un grand nombre de vaisseaux sanguins et de muscles démesurés. Un héros humain aura une shape simple, carré pour la force, triangulaire pour la vitesse, et arrondi pour la gentillesse. Roulette Rider, le cycliste de classe C, Ou B, je sais plus. a un casque rond, montrant sa gentillesse, et le bas du visage triangulaire, parce qu'il est rapide sur son vélo. Et du coup, on le reconnaît rapidement que c'est un gentil. On reconnaît aussi qu'il est faible. Mais c'est un gentil. Saitama est très souvent montré avec des dessins extrêmement simples, des traits presque enfantins, en total décalage avec le reste des décors. Il est un homme banal et nous connaissons sa véritable puissance. Alors, comme un homme banal, il n'a pas besoin d'être monstrueusement gigantesque, il reste basique, avec par moments des petites variantes lorsqu'il se met à combattre réellement. Pour le coup, son visage est ovale. Son faciès, il a presque la forme d'un œuf. C'est ce qui montre sa gentillesse presque naïve. L'œuf est un rapport à la naissance et donc très symbolique de l'enfantillage. En plus, il est chauve, donc l'œuf, on le remarque bien, quoi. Quand il entre en mode combat, son visage devient triangulaire pour appuyer sa vitesse. De même, les traits de ses yeux et son nez deviennent beaucoup plus rectilignes. À côté de ça, même s'il n'est pas grand, son corps est rectangulaire, aidé par la forme de ses épaules et sa cape. Il est droit et fort. Même si le rectangle qui représente sa force, on le remarque encore plus quand il fait un coup de poing. En fait, le rectangle de son poing, c'est vraiment ça qui vient marquer l'esprit en nous montrant la puissance. Là, pour le coup, on peut pas le rater, l'impact il est marquant quoi. J'adore analyser les shapes. C'est comme ça qu'on fait la différence entre l'homme et le monstre. Déjà, anatomiquement, les héros semblent plus réels, plus concrets. Même si certains sont clairement bodybuildés, et d'autres feraient mieux de faire attention à ce qu'ils mangent, surtout quand c'est des lézards géants, on reconnaît l'être qui se présente à nous. Les monstres sont plus aléatoires, plus diversifiés. Quand certains ont des facultés qui se rapprochent des hommes, on leur reconnaît des similitudes, mais ils sont bien camouflés par leur côté destructeur. Et pour le coup, il y a un personnage qui représente parfaitement cette idée en fait de différenciation monstre-humain, c'est Garo. Alors, encore un peu de spoiler. Mais pas tant. Garo, pour faire court, c'est un homme qui a été harcelé et qui veut buter tous les héros. Au fur et à mesure du temps, il se transforme en monstre, on le voit, parce qu'à chaque niveau de transformation, ses traits humains disparaissent pour complexifier son image et le rendre ignoble. Dans le sens méchant du terme, pas dans le sens moche. Sinon ce serait vraiment un jugement de valeur physique. C'est pas fou. Il passe d'un humain fort et rapide à un monstre, piquant et dangereux. Ce niveau de détail, on le retrouve d'autant plus dans les scènes de combat. Leur représentation du mouvement et du dynamisme sur les pages est impressionnante. Murata parvient à créer des mouvements perceptibles en un seul coup d'œil. Cette réussite, c'est essentiellement par la construction de ces cases. Tout d'abord, il utilise énormément de lignes droites, imposant un sens de lecture qui diffère du genre. Les lignes vont guider notre regard d'une direction à une autre, souvent du héros vers le monstre, du poing vers l'impact, ou du héros vers le coup de poing qu'il donne. Parfois même, le dessin composant le personnage est lui-même composé de nombreux petits traits, détaillant à la fois son expression et créant un effet de flou, comme s'il s'agissait d'une photo ou d'un objet qui se déplace. La structure de ces ombres prennent la courbure des mouvements. De même, les visages se tordent sous l'impact de manière presque cartoonesque et les ondes de choc vont être exagérées, marquant la puissance de chaque action. Personnellement, là où j'ai vu le plus de détails dans ce manga, c'est sur 3 points très précis. En premier, c'est les fluides. L'eau, les larmes et surtout le sang. Il y a un monstre, c'est littéralement une flaque d'eau. On voit très régulièrement Saitama exploser un grand nombre de monstruosités. Et le mot « exploser » n'est pas au sens figuré. On voit des effluvions de sang impactées par la puissance de son coup, qui va créer une sorte de vague. C'est à la fois extrêmement dégueu et sacrément beau. Ensuite, les explosions.
Le plus difficile dans un dessin d'une explosion, c'est de faire la part des choses entre le feu et la fumée, de réussir à créer une dynamique cohérente et en même temps qui part dans tous les sens. Contrôler une explosion en montrant à quel point elle est incontrôlable. Dans notre histoire, on voit souvent Genos provoquer ce genre d'explosion. Le niveau de précision qui est donné à celle-ci est assez fou. On peut identifier des niveaux de plan très facilement, permettant de comprendre l'intensité, la taille de la vague destructrice. De la suie des débris au premier plan, des flammes hautes en second plan, et une totale perte d'informations due à la fumée en arrière-plan. Plusieurs niveaux d'intensité rendent le tout homogène et réaliste. J'aurais jamais cru faire la description d'un dessin d'un truc qui pète. Mais là c'est chaud, littéralement. Enfin, et je pense que c'est le plus incroyable, le plan large. Lorsqu'un monstre gigantesque fait son apparition, lorsqu'un combat débute, ou lorsque celui-ci est si intense qu'il en vient à modifier l'environnement où il se situe, on nous montre un plan large. Et bordel, quel plan large! Bordel, c'est un peu vulgaire. Et bon sang, quel plan large! Déjà, ça nous permet de voir l'ampleur du danger. En termes de narration, c'est intéressant. Ensuite, ça va venir appuyer sur pas mal de choses. On va pouvoir donner des détails aux éléments de décor. Ce ne sont pas des gribouillis moyens qui servent juste à combler le vide. On a vraiment un niveau de détail et de perspective extraordinaire. Ça rend l'œuvre vraiment concrète et presque réelle. Et plus particulièrement, prendre du recul, ça apporte une respiration au rythme, qui permet de poser, de ralentir la lecture. Imaginez-vous 2 petites secondes. Vous enchaînez les pages. Il y a un combat intensif qui se joue, tout s'enchaîne, Saitama met un coup de poing, et là, plan large sur une montagne qui se fissure. Vous êtes obligé de rester quelques secondes figé dessus. On pourrait presque sentir l'onde de choc qui émane de cet impact. Ici, on est venu calmer le jeu, faire prendre une grande inspiration, remettre les pendules à l'heure. C'est bête, mais ça marche comme une vidéo YouTube, quand c'est coupé comme ça. Faut pas que ce soit trop long non plus. Bon là j'ai un problème, parce qu'en fait j'ai 2 sujets à aborder, et que ma transition est parfaite pour les 2. Bah on va faire au mieux hein. Si ces visuels sont si parlants, c'est grâce à un atout qui les rend vraiment folles, les nuances de gris. La palette de gris utilisée entre guillemets pour colorer les pages sont démentielles. Toujours plus de superlatifs hein. C'est ça le point commun entre les 3 sujets qu'on vient d'aborder. Les différentes variantes de gris viennent apporter du mouvement à l'océan. Appuyer les reflets du soleil sur la matière et lorsqu'il s'agit de sang, absorber la lumière avec quelque chose de plus sombre. C'est ce niveau d'intensité qui nous aide à comprendre les explosions, les différentes variations de gris sur la fumée, l'utilisation du blanc aveuglant pour les flammes et les sources de chaleur, et des espaces bien plus sombres pour les ombres projetées. Ce contraste noir-blanc, ça aide à comprendre l'onde de choc et la puissance ressentie. Et bien sûr, le nombre de nuances apporte une profondeur inouïe. Et bien sûr, le nombre de nuances apporte une profondeur inouïe au plan large. En fait, j'ai même pas besoin de vous en parler, j'ai juste à vous montrer ça. Chaque détail est millimétré et adopte sa propre variante de gris. L'espace est complètement assombri, le soleil et la blancheur même. Le reste ne fait que varier entre ces 2 extrêmes. On a une diversité de mouvements et de reliefs impressionnants. Je vous jure, on a peut-être l'impression que j'exagère, mais c'est une véritable œuvre d'art en fait. Sur énormément de doubles pages dans quasiment tous les chapitres, et ça coupe le souffle. Ce qui me fait revenir à ma page de base. Maintenant vous comprenez pourquoi cet œil est à la fois terrifiant et magnifique. C'est beau, putain. Allez, dernier point et on enchaîne. Là où je voulais en venir tout à l'heure avec le fait que les plans larges permettaient de respirer, c'est grâce à la structuration des pages. La structuration des pages est essentielle pour rythmer le scénario. Elle nous permet d'espacer les dialogues, d'adopter une certaine notion du temps qui passe, et particulièrement de jouer avec celui-ci. Pour ce qui est du scénario, la manière de découper les textes et les gestes a surtout une volonté comique. Souvent, quand Saitama s'exprime, on va couper la phrase en plusieurs fois pour laisser la punchline comique prendre un sens complètement différent de la situation. Par exemple, on va avoir un visuel sur ce qui se passe avant de voir notre héros, avoir un moment de réflexion, suivi d'une grosse case, qui impacte avec une phrase souvent humoristique. Pour ceux qui connaissent, c'est flagrant, dans un combat où il affronte un scarabée, il se rend compte qu'il a raté les promos. Sorti de son contexte, c'est assez moyen, mais sur le moment, quand il découvre qu'il a foiré son truc, c'est vraiment pas mal. Il est rapide, mais pas pour réfléchir. Bon bah voilà, j'ai fait le tour avec le manga. Le talent de Murata, sur ses dessins, combiné à l'histoire vraiment originale de One, catapulte One Punch Man vers une renommée mondiale, plaçant Saitama rapidement dans l'ensemble des débats de puissance des personnages de manga. Et quoi que vous en pensiez, il bat Goku, Luffy, Naruto, tous les personnages que vous voulez. En fait, c'est son principe de base de les battre. Genre, c'est dans son identité. S'il perdait face à eux, il aurait plus d'intérêt
dans son propre manga. Bon, on passe enfin à l'adaptation. One Punch! Adapter un manga aussi populaire et visuellement saisissant que One Punch Man en une série animée est un défi assez complexe. Le manga est déjà acclamé pour ses dessins spectaculaires, les attentes étaient donc énormes pour l'adaptation en animé. L'un des défis majeurs de l'adaptation était de conserver le style visuel distinctif de Murata. La première saison de l'anime est produite par Madhouse, qui a fait aussi Death Note, Parasite, Monster et dernièrement Frieren. Pour la première saison, ils parviennent à reproduire cette richesse visuelle en utilisant des animations fluides et dynamiques qui respectent le dessin original tout en profitant des possibilités offertes par l'animation pour intensifier les scènes d'action. Par exemple, les combats entre Saitama contre Boros ou le Roi des Profondeurs sont des moments où l'animé transcende presque le manga. J'ai bien dit presque, rien ne transcende les dessins de Murata. Grâce à l'utilisation des effets visuels percutants, des jeux de lumière, des animations rapides qui accentuent la puissance des coups. Le format animé permet de faire vibrer les impacts, rendant chaque mouvement plus tangible pour les spectateurs. L'intrigue principale, centrale sur Saitama, est reproduite presque à l'identique. Les événements majeurs, comme la formation de l'association des héros, la montée en puissance de Saitama dans les rangs, et ses interactions avec des personnages comme Genos ou King, sont retranscrits avec soin. Cependant, l'anime ajoute quelques éléments qui enrichissent l'expérience du spectateur. Certaines scènes sont légèrement étendues ou réarrangées pour mieux correspondre au format épisodique de l'anime. Les moments de comédie, déjà présents dans le manga, sont accentués par l'utilisation des voix et du timing visuel, ce qui donne une nouvelle dimension à l'humour de la série. Me revoilà. L'un des points forts de l'anime réside dans la qualité de son animation, en particulier dans les scènes de combat. L'anime parvient à traduire la dynamique du manga à l'écran. Les combats sont bien chorégraphiés avec une utilisation intensive de l'animation 2D combinée à des effets spéciaux qui soulignent, encore une fois, les impacts de Saitama. On le remarque particulièrement dans le combat final de la première saison, l'un des moments culminants de cette saison. C'est une démonstration éblouissante de ce que l'animation peut apporter à une scène déjà épique dans le manga. L'anime utilise des mouvements de caméra audacieux, des jeux de lumière et une palette de couleurs vibrantes pour amplifier les combats, les ondes de choc et créer une expérience immersive que Murata, malgré sa qualité graphique, ne peut pas reproduire. Dans le manga, la représentation des mouvements et du dynamisme repose sur le découpage, la direction des lignes et l'expression des impacts. Oui, on va dire ça. L'anime reprend cette approche en amplifiant le ressenti des mouvements par des animations qui jouent sur la vitesse et la force. La fluidité de l'animation donne la vie au combat et la caméra virtuelle permet d'explorer différentes perspectives. Le design des personnages dans l'anime reste extrêmement fidèle à celui du manga, avec une attention particulière portée aux détails qui caractérise chaque héros et monstre. Les monstres sont recréés avec une même monstruosité et complexité que dans le manga. Toutefois, certains fans peuvent estimer que le niveau de détail visuel est légèrement diminué dans certaines scènes de l'anime en raison de contraintes de temps et de budget. Là où l'anime va vraiment apporter quelque chose au manga, c'est dans sa construction sonore. C'est dans toute la partie audible que on peut pas trouver dans les pages d'un manga. La bande-son de One Punch Man est un véritable coup de génie. Elle apporte une intensité supplémentaire au combat, ajoute une touche d'ironie dans les moments plus légers et comiques, et est en parfaite adéquation avec le ton décalé de l'œuvre. L'opening de Jam Project est devenu emblématique. C'est tellement une chanson à écouter quand on fait du sport. Allez, juste pour vous motiver, extrait de 6 secondes. Ce choix musical renforce le côté épique et héroïque de Saitama, tout en maintenant une certaine distance humoristique par rapport au personnage lui-même, qui contraste avec la gravité de l'introduction. Le travail des comédiens de doublage, les seiyuu, permet d'avoir une incarnation réelle des personnages. Makoto Furukawa, qui prête sa voix à Saitama, réussit à capturer l'essence de celui-ci. Mais c'est pas le doubleur japonais dont je veux parler. Trouver la voix française d'un personnage aussi indifférent que Saitama, c'est pas une chose très simple. Mais pour le coup, le choix a été vraiment bien fait. Pour incarner un personnage qui n'est pas capable d'échouer. Comment j'ai fait ma phrase? Qui n'est pas capable d'échouer. Qui de mieux qu'un artiste, qui l'a dit lui-même, a peur de l'échec. Orelsan est un fan. De manga, d'anime, de culture japonaise en général. C'était un sale geek avant que le mot existe. Son interprétation vocale ajoute une couche de caractérisation
qui dépasse ce que le manga peut offrir par le texte. Même si Orelsan n'est pas un professionnel du doublage, et que ça reste un star talent qui sert juste à vendre, sa manière d'être, avec une voix lente et nonchalante, colle parfaitement à l'esprit du personnage. Par exemple, les moments de réflexion de Saitama sur la vacuité de la vie de héros, déjà présents dans le manga, sont enrichis par l'intonation qui transmettent à la fois le détachement du personnage et sa profonde lassitude. Les personnages secondaires comme Genos gagnent en profondeur grâce à l'interprétation vocale qui met en avant la détermination presque désespérée du cyborg, ainsi que son respect sincère pour son maître, Saitama. La voix permet de mieux comprendre les relations entre les personnages et d'approfondir l'aspect émotionnel. Donc en vrai, que vous regardiez en VF ou en VO, les voix sont bien. Vraiment, ça colle plutôt bien. Je vais me faire défoncer par tous ceux qui sont anti-VF. Mais moi j'aime bien. Si la première saison de One Punch Man a largement été acclamée, la seconde, produite par JC Staff, a reçu un accueil plus mitigé. Bien que l'histoire reste fidèle au manga, des différences notables dans la qualité d'animation et du rythme ont été pointées du doigt par les fans. Le changement de studio et de réalisateur a entraîné une baisse de la fluidité des combats et une direction artistique jugée moins inspirée. Certaines scènes sont rallongées pour créer une expérience immersive, tandis que d'autres sont condensées pour tenir un rythme soutenu. Par exemple, les moments introspectifs de Saitama, qui sont souvent rapides dans le manga, sont parfois étirés dans l'anime pour permettre au spectateur de ressentir pleinement l'ennui du personnage. Cette adaptation du rythme contribue à une meilleure compréhension des thèmes centraux de l'œuvre, notamment la quête de sens de Saitama. Là où la première saison excellait dans sa capacité à traduire l'énergie brute du manga en animation dynamique, la seconde saison peine parfois à maintenir ce niveau d'excellence. Certains moments sont moins détaillés, avec des passages plus rigides et n'ont pas le même impact que cette première saison, ce qui a déçu les fans. L'adaptation en animé de One Punch Man reste dans l'ensemble une réussite, surtout pour la première saison, qui a su exploiter le médium animé. Bien que la transition entre les saisons ait apporté son lot de critiques, l'animé a tout de même réussi à maintenir l'intérêt pour la série et présenter Saitama dans son univers à un public plus large. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 29 tomes du manga. Et ça doit faire 5 ans qu'on n'a pas eu de saison 3. C'est long. Mais bon, vu l'arc narratif qui doit être adapté, c'est pas plus mal. Vraiment. Parfait, vous avez compris que le manga, il est beau, que l'animé, il est plutôt cohérent. Il est temps de revenir un peu plus en profondeur sur le message derrière le personnage. J'ai commencé une analyse du manga un peu plus tôt dans la vidéo, mais j'aimerais aller plus loin. Parce que comme je l'ai dit, One Punch Man, c'est avant tout une quête de sens pour Saitama. La vie pour lui est passée en mode facile, et ça a énormément impacté sa psychologie et son fonctionnement. Et pour ça, j'aimerais vous parler de 3 concepts philosophiques que sont le surhomme, l'existentialisme et la révolte. Vous inquiétez pas, on va faire le plus simple possible pour pas que ce soit trop prise de tête. Friedrich Nietzsche, l'un des Pas prise de tête, et je commence direct par Nietzsche. Friedrich Nietzsche, l'un des philosophes les plus influents du 19e siècle, a développé des concepts philosophiques très intéressants et complexes. On a souvent parlé de lui dans d'autres vidéos, vous pouvez aller les voir. Parmi ceux-ci, il y a le concept de surhomme. Cette notion est étroitement liée à ses idées et à la volonté de puissance et la transformation individuelle à travers les épreuves. Le surhomme est un concept introduit par Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. Je l'ai probablement mal dit. Nietzsche propose l'idée du surhomme comme un objectif de l'humanité, une figure qui transcende les limites de l'humanité actuelle et qui incarne pleinement la puissance. Le surhomme n'est pas une entité biologique supérieure, mais plutôt un idéal à atteindre, caractérisé par une liberté créative, une autonomie morale et une force intérieure. Au cœur de cette philosophie se trouve la volonté de puissance. Cette notion ne se réfère pas simplement à la domination physique ou sociale, mais plutôt à une force intérieure qui pousse l'individu à surmonter ses propres limites et à créer de nouvelles valeurs. La volonté de puissance est l'énergie vitale qui motive l'autodépassement et l'affirmation de soi. Le surhomme est celui qui crée ses propres valeurs et trouve un sens à la vie par lui-même. Plutôt que de suivre passivement les valeurs établies, le surhomme forge sa propre voie à travers la créativité et la force de caractère. Pour Nietzsche,
Les épreuves et la souffrance sont nécessaires pour la croissance personnelle et l'émergence du surhomme. Il voit les défis comme une manière de renforcer en fait cette volonté de puissance et la résilience chez l'homme. Les épreuves permettent à l'individu de se confronter à ses propres faiblesses, de les surmonter et de se transformer. Tu vas la boucler! Fais-moi juste un résumé en 8 mots avant que je pète les plombs! Un film qui représente parfaitement ce concept, ce serait Rocky. Le personnage de Rocky incarne parfaitement la philosophie de Nietzsche sur les épreuves et la transformation. Rocky Balboa, le personnage principal, est un boxeur amateur qui rêve de devenir champion du monde. Le film raconte son parcours de l'obscurité à la lumière, mettant en avant les épreuves qu'il doit surmonter pour atteindre ses objectifs. Rocky est un homme ordinaire confronté à des défis extraordinaires. Un défi extraordinaire. Sa volonté de puissance se manifeste par son désir de prouver à lui-même et aux autres qu'il peut surmonter les obstacles. La détermination de Rocky à se battre, malgré les nombreuses adversités, reflète la quête d'autodépassement prônée par Nietzsche. Son entraînement intense et ses combats acharnés symbolisent la lutte intérieure nécessaire pour devenir plus fort. Il est souvent poussé à ses limites, mais c'est précisément cette pression qu'il transforme. Chaque coup reçu, chaque chute devient des catalyseurs pour sa croissance personnelle. Nietzsche aurait vu dans ces épreuves les moyens nécessaires à Rocky pour forger son caractère et affiner sa volonté de puissance. Au-delà de la victoire ou de la défaite, ce qui importe à Rocky, c'est d'avoir donné le meilleur de lui-même et d'avoir persévéré malgré les difficultés. De son côté, Saitama, au tout début de l'histoire, il commence le récit avec cette même volonté de puissance que Rocky. Motivé par le désir de devenir un héros puissant, il s'entraîne rigoureusement jusqu'à atteindre une force incommensurable. Cependant, contrairement à Rocky, qui trouve un sens et une satisfaction dans ses épreuves, Saitama se retrouve dans une situation paradoxale. Sa puissance absolue le prive de tout défi, et donc de la possibilité de croissance et de transformation. En fait, dès la fin des 15 premières minutes de l'animé, il est devenu un surhomme. D'où le... Et maintenant. L'absence d'adversaire à sa mesure plonge Saitama dans un ennui profond et un sentiment de vide existentiel. Nietzsche soutenait que les épreuves et les défis sont un besoin pour l'épanouissement de la volonté de puissance. Pour Saitama, l'absence de tels défis signifie qu'il ne peut pas se surpasser ou trouver un sens à sa vie de héros. Il est piégé dans une stagnation, incapable de progresser ou de se transformer. Comme le surhomme de Nietzsche, Saitama doit créer sa propre valeur dans un monde où les valeurs traditionnelles ne suffisent plus. Mais contrairement au surhomme, Saitama n'a pas trouvé de nouvelles valeurs qui puissent remplacer les défis du combat. Son voyage est celui de la recherche de sens, dans un univers où sa toute-puissance rend toute lutte inutile. Cela le place dans une position unique, explorant l'absurdité de l'existence et la quête de signification au-delà de la simple puissance. Ce combat n'était pas digne de toi, nous le savons tous les deux. J'ai oublié une phrase en fait au tout début, ça ira. Et c'est la transition parfaite pour notre deuxième concept, l'existentialisme. Jean-Paul Sartre, figure centrale de l'existentialisme, a profondément influencé la philosophie du XXe siècle avec ses réflexions sur la liberté, l'absurdité et l'importance des choix personnels. Son œuvre explore comment les individus créent du sens dans un monde dépourvu de valeurs intrinsèques. L'un des postulats fondamentaux de l'existentialisme sartrien est que l'existence précède l'essence. Cela signifie que l'individu n'a pas de nature prédéterminée ou d'essence avant d'exister. On comprend pas, hein? Ouais. Les êtres humains naissent sans essence et se définissent ensuite par leurs actions et leurs choix. Contrairement à une chaise qui est conçue avec une fonction, s'asseoir. Les êtres humains, eux, doivent créer leur propre essence à travers la liberté de leurs choix. Pour Sartre, la liberté est une condition humaine fondamentale. Chaque individu est libre de faire des choix et par conséquent entièrement responsable de ses choix. Cette liberté radicale est à la fois une source d'angoisse ou de malaise existentiel et d'opportunité. L'individu ne peut se reposer sur des valeurs ou des systèmes de croyances préexistants pour trouver un sens ou une direction, il doit les créer lui-même. L'absurdité, selon Sartre, découle de la reconnaissance que le monde n'a pas de sens inhérent et que les valeurs doivent être créées par l'homme. Cette absence de signification préétablie peut mener à un sentiment d'angoisse car elle place l'entière responsabilité de donner un sens à la vie sur les épaules de l'individu. Ouais, Sartre, il n'était pas la joie de vivre incarnée. Au travers des défis,
et des engagements, les individus donnent un sens à leur existence. Les épreuves ne sont pas seulement des obstacles, mais des occasions de s'affirmer, de choisir et de créer une essence personnelle. C'est dans l'action et l'engagement que l'individu trouve sa véritable identité et liberté. Et cette fois, pour vous donner un exemple, je vais parler d'une excellente série que j'ai pas vue complètement. Breaking Bad est une série télévisée créée par Vince Gilligan. Créée par Vince Gilligan. La transformation de Walter White, professeur de chimie devenu fabricant de méthamphétamine suite à la découverte d'un cancer généralisé, incarne la lutte pour donner un sens à la vie à travers des choix radicaux Et un bon paquet d'épreuves. Walter White commence la série comme un individu apparemment ordinaire, avec une naissance définie par la société, professeur de chimie sous-payé et père de famille. Cependant, après avoir été diagnostiqué d'un cancer en phase terminale, il se retrouve confronté à l'absurdité de son existence. Cette confrontation l'amène à reconsidérer ses choix de vie et à redéfinir son essence par ses actions dans le monde. Walter exerce sa liberté en choisissant de fabriquer de la méthamphétamine pour subvenir aux besoins financiers de sa famille après sa mort. Ce choix marque le début d'une série de décisions qui le transforment profondément. Walter assume pleinement les responsabilités de ses actions, même lorsque ces actions entraînent des conséquences morales et légales graves. Il incarne ainsi la liberté radicale de Sartre, où chaque choix est un acte de création de soi. Au fur et à mesure dans la série, on découvre que Walter, il est confronté à l'absurdité un peu de ce monde et aux choix qu'il a fait, aux conséquences des choix qu'il a fait. Le monde du crime qu'il embrasse est imprévisible et souvent dépourvu de sens. Cette absurdité génère une angoisse croissante, tant pour Walter que pour ceux qui l'entourent, soulignant la fragilité et l'incertitude de l'existence humaine. Les épreuves que Walter traverse, le danger du commerce de drogue, les conflits avec sa famille, la confrontation avec la loi, sont autant d'occasions pour lui de redéfinir son identité. Chaque défi qu'il surmonte renforce sa détermination et sa perception de soi. Par ses actions, Walter crée un nouveau projet de vie, loin de l'enseignement modeste. Il devient Heisenberg, une figure qui symbolise son nouvel engagement, sa nouvelle existence. Comme Walter White, Saitama commence comme un individu ordinaire. Il choisit de devenir un héros par ses propres moyens, s'entraînant intensivement pour atteindre une force surhumaine. Ce choix illustre la thèse existentialiste que l'existence précède l'essence. Saitama n'était pas prédestiné à devenir un héros, il a créé cette identité par l'entraînement et la détermination. Il incarne la liberté radicale de Sartre, en choisissant d'être un héros selon ses propres termes. Cependant, une fois qu'il atteint la puissance absolue, il se trouve face à une nouvelle forme d'absurdité. Aucun adversaire ne peut le défier. C'est cette liberté qui devient la source d'angoisse, étant donné qu'elle lui apporte plus de satisfaction ni de sens. L'absurdité de l'existence de Saitama est amplifiée par son ennui profond. Son invincibilité le prive de tout défi et de but significatif. Être un héros sans véritables adversaires reflète la condition humaine décrite par Sartre. Un univers dépourvu de signification intrinsèque où l'individu doit créer son propre sens. Contrairement à Walter White qui trouve un sens à travers ses projets criminels, Saitama se retrouve privé de projets significatifs en raison de son invincibilité. Les épreuves qui sont essentielles à la définition de soi selon Sartre manquent cruellement à la vie de Saitama. Il aspire à des défis qui pourraient donner un sens à son existence et lui permettre de se sentir vivant. La transformation de Walter est marquée par des choix constants et des confrontations avec l'absurdité de son environnement, tandis que Saitama est figé dans un état de stagnation existentielle. Je me sens plus détendu, ouais. Ce combat m'a fait du bien. Je crois que j'ai évacué le stress des parties de jeux vidéo contre toi. Il n'aime vraiment pas perdre, lui. Donc là, Saitama est devenu un surhomme qui n'a plus de défis à relever. Ce manque ne lui apporte plus la satisfaction et l'empêche de trouver un sens à sa vie. C'est ce qui nous amène à la toute dernière étape, la révolte. Albert Camus, philosophe, écrivain du XXe siècle, est une figure clé de l'existentialisme et de l'absurde. Ses œuvres explorent la condition humaine confrontée à un monde dépourvu de sens où l'individu doit naviguer entre l'absurde et la révolte. L'absurde chez Camus réside dans la confrontation entre le désir humain de trouver un sens et l'indifférence silencieuse de l'univers. Ce sentiment d'absurdité naît de l'écart entre nos aspirations à la compréhension, à la justice et à l'ordre, et le monde chaotique et irrationnel qui nous entoure. Ça, Camus, il l'exprime dans son livre Le mythe de Sisyphe.
Pour lui, la condition humaine est marquée par une quête perpétuelle de sens dans un monde qui n'en offre pas vraiment. Les individus cherchent à imposer une cohérence et une signification à leur existence, mais se heurtent à des vies ubuesques. J'ai dit ubuesque. Cette confrontation est au cœur de l'expérience humaine et engendre un sentiment de désorientation. Face à l'absurde, Camus prône la révolte. Si jamais, j'ai déjà parlé de Camus et de la révolte en fait, dans une vidéo, non, dans un podcast, ça devait sortir en vidéo, c'est pas sorti en vidéo, dans un podcast qui est dispo actuellement sur toutes les plateformes d'écoute. Allez le voir, ça parle du Joker. La révolte est une attitude de défi et de refus d'abandonner la quête de sens, même si cette quête est vouée à l'échec. C'est une affirmation de la vie et de la liberté humaine, un acte de création et de résistance contre le non-sens. Par la révolte, l'individu affirme son humanité et sa dignité face à l'absurdité de l'existence. L'exemple qui me vient en tête, c'est le 7e saut de Ingmar Bergman. Je l'ai mal dit, Ingmar Bergman. Le 7e saut est un film qui explore de manière profonde et esthétique le thème de la mort, du sens de la vie. Le film se déroule durant la peste noire en Europe et suit le chevalier Antonius Block, de retour des croisades, qui rencontre la mort personnifiée. Antonius est obsédé par la recherche de sens et de certitude dans un monde dévasté. Il cherche des réponses à ses questions existentielles sur la vie, la foi et la mort. Sa quête reflète la lutte humaine contre l'absurdité. Les parties d'échecs que joue Antonius avec la mort est une métaphore de la lutte contre l'absurde. En tentant de repousser sa propre mort, il essaye de gagner du temps pour trouver des réponses. J'ai eu un souci avec le micro, désolé pour le changement de son. La fin du film, où Block et les autres personnages sont emportés par la mort dans une danse macabre, illustre la condition humaine face à l'absurde. La danse représente l'acceptation de l'inévitabilité de la mort tout en affirmant la dignité humaine et la beauté tragique de la vie. Cette scène iconique reflète la révolte camusienne. Vivre pleinement et dignement malgré la certitude de la mort. Voyez le 7e saut. C'est un peu particulier, mais c'est vraiment pas mal. C'est intéressant. Revenons à Saitama. Saitama est confronté à une forme d'absurdité différente mais similaire à celle décrite par Camus. L'ennui et le vide existentiel qu'il ressent sont les résultats d'une confrontation dans un monde où ses actions n'ont plus de signification profonde. La quête humaine de sens et de défi se heurte ici à l'absurdité d'une existence sans adversité. Malgré l'absurdité de sa situation, Saitama ne sombre pas dans le désespoir. Il ne pense pas pouvoir trouver d'adversaire réellement à sa hauteur, mais il continue de vivre sa vie quotidiennement avec simplicité. Cette attitude reflète la révolte camusienne. Même face à une existence dénuée de sens et de défis, Saitama affirme sa volonté de continuer et de trouver une certaine forme de satisfaction dans ses actions. Il finit par accepter l'absurdité de son existence. Plutôt que de se résigner, il choisit de trouver un sens dans les petites choses de la vie. Comme les moments passés avec Genos ou les parties de Street Fighter avec King. Ah, Genos! Je me doutais que tu serais là. Cette acceptation de cette quête de sens dans les détails ordinaires de la vie sont en ligne avec la philosophie de Camus. Comme Antonius Block, Saitama cherche des réponses et du sens dans un monde où les réponses semblent insaisissables. Les deux personnages représentent des figures de révolte contre l'absurde. Block lutte contre la mort et l'absence de certitude spirituelle, tandis que Saitama lutte contre l'ennui et la vacuité d'une vie sans défi. Les deux trouvent une forme de rédemption dans l'acceptation de leurs conditions et dans la recherche de moments de sens et de beauté dans leur quotidien. En résumé, Saitama est un surhomme qui a atteint une puissance digne des dieux, qui s'est rendu compte que maintenant, personne ne représente véritablement un défi pour lui, et la vie n'a pas vraiment de sens concret, alors il accepte tout simplement de vivre une existence simple. En fait, il est devenu le vieux sage de tous les films, sauf qu'il a à peine 30 ans, et que lui, il a vraiment pas un seul poil sur le caillou. Même si faire des analyses psychologiques, philosophiques ou même sociologiques sur le personnage de Saitama, ses motivations et son environnement est toujours très intéressant, il n'en reste pas moins une parodie. Là où la plupart des mangas et des bandes dessinées nous présentent des méchants indestructibles toujours plus surpuissants, laissant les héros dans la panade. Dans la panade ? Le rôle de Saitama est de véritablement détruire toute la tension dramatique mise en place.
Ici, on voit les autres héros rencontrer des difficultés. Les monstres sont de plus en plus forts et les dégâts sont de plus en plus lourds, surtout pour les civils. Or, même s'il arrive parfois en retard ou à la limite juste à temps pour sauver le monde, il terrasse l'adversité sans difficulté. Saitama est une parodie du héros moderne. Et comme toutes les parodies, il est aussi une critique de son genre. Alors qu'une puissance que l'on pensait indestructible est enfin vaincue, quelque chose d'encore plus grand apparaît, réduisant à néant les chances de survie de l'humanité. C'est le début de beaucoup d'arcs narratifs du shonen. Ici, nous savons pertinemment que Saitama sera présent et sauvera le monde. La question que l'on peut se poser au fil du récit, c'est plus particulièrement quels sont les enjeux de ces combats. Une fois la toute-puissance du héros installée, c'est essentiellement le contexte géopolitique et la situation de l'association des héros qui intrigue. En parallèle, Genos souhaite toujours devenir plus fort, et le monde commence à découvrir la véritable puissance de son maître. Et King reste toujours une immense fraude. Mais c'est à cause de sa shape aussi, là, le gars est rectangulaire partout. Saitama est un surhomme qui mène une existence sans intérêt car gâchée par l'absence de rival. Et on a besoin d'un rival pour avancer. Sacha aurait jamais réussi à devenir le meilleur dresseur sans Régis. Putain, ça fait 3 fois que je parle de Pokémon, je sais pas ce que j'ai en ce moment. Mais bref. Encore faut-il trouver quelqu'un qui soit à sa hauteur. Le manga ne pourra prendre fin qu'une fois que le chauve capé aura obtenu la reconnaissance qu'il mérite. Lorsque son ennui inspirera le monde et réduira à néant les monstres destructeurs. Saitama souhaite une vie calme. Et même s'il dit le contraire, être bien entouré et être reconnu lui apportera probablement ce qu'il cherche. Ce n'est qu'en devenant le symbole d'une humanité surpuissante qu'il deviendra le bouclier qui protège les plus faibles, qu'il deviendra le véritable One Punch Man.